Vous écoutez On lit pour vous. Appel à rétablir les lignes de bus abolies pour faire place au REM. Un texte de Marco Fortier, paru le 24 juillet 2026 dans Le Devoir. Des voix se font entendre une fois de plus pour faire rétablir les lignes de bus éliminées depuis l'inauguration du réseau express métropolitain, REM, il y a 3 ans. Les pannes à répétition du train automatisé justifient amplement un assouplement de la clause de non-concurrence qui a entraîné la fin des déplacements par bus entre Montréal et les banlieues, font valoir des experts et des usagers. Je crois au potentiel du REM, mais tant que sa fiabilité ne sera pas au rendez-vous, il est essentiel d'offrir une véritable solution de rechange. C'est pourquoi je continue de demander le rétablissement permanent des lignes d'autobus express 45 et 90 vers Montréal, indique au Devoir la mairesse de Brossard, Doreen Assad. Les autobus ne sont pas une concurrence au REM, mais un complément indispensable pour offrir un réseau de transport plus résilient. Brossard et les autres villes de la Rive-Sud ne peuvent pas dépendre d'un seul mode de transport, ajoute-t-elle dans une déclaration écrite. L'élu municipal déplore que les pannes répétées du REM ébranlent la confiance des usagères et usagers et ont des répercussions bien réelles sur leur quotidien. La professeure Catherine Morancy de Polytechnique Montréal a aussi réaffirmé cette semaine la nécessité de ramener les bus entre la métropole et les banlieues. Dans la foulée de la panne majeure qui a paralysé le REM durant 2 heures le vendredi 17 juillet 2026, les défaillances du réseau de trains automatisés ont entraîné une crise de confiance, a rapporté Le Devoir. Les usagers sont otages d'un réseau qui manque de fiabilité. Cette espèce d'entente de non-compétition est totalement absurde. Jamais on ne verrait ça dans un réseau routier, mais en transport collectif, c'est systématique, déplore l'experte en mobilité. Revient en marchant. Le service du REM est si souvent perturbé que les usagers se défoulent sur les médias sociaux. Certains ont suggéré de renommer le REM « Rentre en métro »,« Revient en marchant » ou « Rien en mouvement ». Trajectoire Québec, qui défend les passagers des transports en commun, réclame aussi le maintien des lignes de bus sur le pont Champlain qui ont été abolies depuis la mise en service du REM en 2023. À nos yeux, les autobus ne sont pas en compétition avec le REM, mais sont complémentaires, dit le coordonnateur des affaires publiques et des communications de l'organisme, Brian Nash. Trajectoire Québec dit avoir convenu cette semaine d'accompagner Pulsar, l'exploitant privé du REM, pour l'aider à améliorer son service à la clientèle. Il est urgent de rétablir le lien de confiance entre le REM et les usagers. Nous nous attendons à ce que de nouvelles mesures soient mises en place rapidement et à ce que le service s'améliore, a déclaré l'organisme par communiqué. Silence radio. L'Autorité régionale de transport métropolitain, responsable de coordonner les transports collectifs dans la métropole, est-elle ouverte à ramener certaines lignes de bus? L'organisme a indiqué au Devoir qu'il ne ferait pas de commentaires à ce moment-ci. Interpellé à ce sujet, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoît Charette, a esquivé la question. Les citoyens de la région métropolitaine doivent avoir accès à un service fiable. Notre gouvernement s'attend à ce que Pulsar prenne les actions nécessaires afin d'y remédier rapidement. Nous leur demandons de poursuivre leurs correctifs et d'être transparents avec les citoyens, a indiqué par écrit le cabinet du ministre. Ginette Geneviève Lapierre, une résidente de l'île des Sœurs, est découragée par l'apathie des élus et des gestionnaires face aux difficultés du REM. Elle a écrit au fil des ans à François Legault, du temps où il était premier ministre, et à Charles Hémond, président et chef de la direction de la Caisse, l'organisation qui a piloté la mise en place du REM. En vain. Quand un élu va-t-il se lever pour dire « ça n'a pas d'allure ce qui se passe avec le REM », lance cette citoyenne indignée. C'était « Appel à rétablir les lignes de bus abolies pour faire place au REM », un texte de Marco Fortier, paru le 24 juillet 2026 dans Le Devoir.
Pourquoi je vais exercer la médecine ailleurs qu'au Québec? Un texte d'Anne-Sophie Dufour, paru le 1er juillet 2026 dans Le Devoir. J'ai terminé ma dernière journée comme médecin au Québec le 26 juin 2026, après avoir pratiqué 12 ans à l'hôpital de Châteauguay. Les réactions face au récent article de Radio-Canada, près de 50 médecins recrutés du Québec depuis le mois d'octobre, me rappellent la peine que j'ai vécue à l'automne 2025 en lisant des commentaires semblables. Je prends donc le risque d'expliquer ma perspective pour ouvrir la voie vers des discussions de société plus productives et peut-être, qui sait, vers un meilleur système de santé au Québec. Contrairement à l'accusation la plus fréquemment lancée par les commentateurs à l'endroit des médecins, soit qu'ils sont avares, je ne quitte pas le Québec pour être mieux payé. En 2018, j'ai signé une lettre ouverte publiée par Médecins québécois pour le régime public pour demander que les hausses de rémunération négociées à cette époque pour les médecins spécialistes soient annulées et que les fonds soient redistribués afin d'améliorer le système de santé. Bien que mon revenu soit bien en deçà du chiffre sujet à débat et souvent cité de 548 000 $ par année, je demeure persuadé que l'argent ne fait pas le bonheur et j'aurais été bien d'accord qu'on baisse notre salaire de 15 % à la condition que cela soit réinvesti dans le réseau de la santé. Rappelons que cela n'avait même pas été évoqué comme possibilité par la Coalition Avenir Québec à l'automne 2025. Aujourd'hui, je suis désolé de voir qu'encore une fois, le parti politique au pouvoir a accordé des augmentations aux fédérations médicales sans avoir réinvesti dans le réseau de la santé afin d'assurer la pérennité du système public. Je ne suis pas gestionnaire du système de santé, mais je vois un éléphant dans la pièce dont personne ne parle. La médecine devient exponentiellement plus complexe avec le temps, car les avancées scientifiques permettent aux humains de vivre beaucoup plus longtemps avec beaucoup plus de maladies graves. Depuis 2004, soit lorsque j'ai commencé mes études, d'innombrables découvertes ont sauvé, prolongé ou amélioré la vie des patients, tout ça avec des coûts astronomiques et des complexités auparavant inimaginables. Avec le vieillissement de la population, il y a infiniment plus de patients ayant des maladies complexes qu'il y a à peine 10 ans. Les gouvernements successifs n'ont pas fait le nécessaire en préparation à cette nouvelle réalité. Au lieu de trouver des solutions concrètes ensemble avec les patients et les professionnels sur le terrain, tous les partis politiques ont préconisé la voie expéditive consistant à équilibrer les budgets et à réorganiser les cadres tout en blâmant les médecins afin d'obtenir des gains politiques. Une des raisons pour lesquelles je suis moins payé que d'autres est que je suis lente. Je prends mon temps avec chaque patient pour essayer de bien les comprendre, de bien les conseiller et de les traiter comme je voudrais être traité. Même si je vois moins de patients que certains, je reviens chez moi vers 18-21 heures quasiment tous les jours. Je travaille parfois 48 heures de suite, avec peu de sommeil en plus des fins de semaine. Depuis des années, je rate donc la majorité des soupers et des heures de coucher de mes jeunes enfants, en plus de maintes occasions spéciales où maman travaille encore. Ce que je décris ici ne fait pas de moi une médecin extraordinaire. Je suis entouré de médecins qui travaillent ainsi, beaucoup depuis plus d'années et en faisant plus de sacrifices personnels que moi. Les études de médecine au Québec coûtent de 10 000 $ à 15 000 $ de moins par année pour 4 ans comparativement aux autres provinces canadiennes. En revanche, le salaire de résident que nous recevons après avoir obtenu notre diplôme de MD
durant la partie de notre formation pour devenir médecin indépendant est de 10 000 à 30 000 de moins par année que dans les autres provinces. Lorsque j'étais médecin résidente, j'ai été payé 50 000 par an entre 2009 et 2014 en travaillant de 60 à 100 heures par semaine, ce qui donne un taux horaire de 10 à 16 $. Il est simplement faux d'affirmer que de former les médecins a coûté cher aux contribuables du Québec. Les hôpitaux universitaires sont entièrement dépendants des résidents, qui sont payés à des salaires parfois moindres que le salaire minimum pour fonctionner. Être accusé d'être une personne paresseuse et avare qui profite de la société parce que je suis médecin dans un système de santé qui s'écroule, après toutes ces années de sacrifices personnels, m'a blessé profondément. J'ai compris que j'étais épuisé et que je n'étais plus en mesure de travailler ainsi. J'ai donc décidé d'aller vers un milieu où j'ai le droit de travailler à temps partiel dans un hôpital, chose impossible au Québec à cause du système de plans d'effectifs médicaux, même si je veux être payé moins. Je ne connais pas les autres médecins qui quittent le Québec, mais je doute que ce soit pour gagner plus d'argent. Nous sommes des êtres humains qui ont des besoins comme tout le monde. Il est contradictoire de demander aux médecins de pratiquer de façon plus humaine sans traiter les patients comme des numéros et en même temps de leur demander de voir plus de patients, plus malades, tout en les accusant d'être la source de tout ce qui ne fonctionne pas dans le réseau de la santé. Pour ma part, je quitte le Québec avec le cœur lourd, mais beaucoup d'affection pour mes patients et mes collègues courageux et acharnés qui continueront à travailler dans des conditions très difficiles. Arrêtons de nous diviser et tentons de nous traiter mutuellement comme des gens qui veulent que ça fonctionne. C'était « Pourquoi je vais exercer la médecine ailleurs qu'au Québec », un texte d'Anne-Sophie Dufour, paru le 1er juillet 2026 dans Le Devoir. Est-il encore rentable d'acheter un plex pour le louer? Un texte d'Alex Fontaine paru le 22 juillet 2026 dans Le Devoir. Les propriétaires de petits immeubles locatifs comptent souvent sur les loyers pour payer leurs prêts hypothécaires. Or, quand les taux d'intérêt augmentent, tout leur montage financier peut s'écrouler. Alors, encore rentable le plex? Bertrand Gima a fait l'achat d'un bâtiment de 6 appartements dans le Vieux-Rosemont avec 3 amis en 2020. L'idée était simple, louer les logements et utiliser les revenus des loyers pour payer le prêt hypothécaire et l'entretien du bâtiment. Le profit viendrait plus tard, au moment de la vente. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. L'immeuble de 800 000 $ a été acheté au moyen d'un prêt hypothécaire au taux de 2,8 % amorti sur 25 ans. Les paiements mensuels étaient d'environ 3 700 $. On avait pris un financement hypothécaire sur 5 ans et au bout de 5 ans, la réalité avait beaucoup changé, raconte Bertrand Gima. Maintenant, on a un taux qui est à 4,35 %. Résultat, les paiements mensuels ont bondi à 4 400 $. Aujourd'hui, on est à perte par rapport à notre investissement, alors que quand on l'avait acheté, à la base, on avait un modèle financier qui tenait la route, explique-t-il. Nos loyers ne couvrent plus l'hypothèque. Plus de la moitié des prêts hypothécaires en vigueur au pays devraient être renouvelés en 2025 ou en 2026. Or, le coût du financement a augmenté dans les dernières années et les taux sous les 3 % sont chose du passé. Plusieurs propriétaires pourraient donc se retrouver à court de liquidités. Pas de hausse de loyer. Il y a des conséquences bien concrètes à la hausse des taux. Avant, vu qu'on avait un petit peu plus de marge de manœuvre, on pouvait proposer des améliorations, on pouvait faire des petits travaux dans les logements, relève M. Gima. Cette marge de manœuvre n'existe plus.
Par exemple, il y avait des travaux qu'on avait prévu de faire, mais on ne peut plus les faire parce qu'on n'a plus les liquidités qu'on avait prévues. Cela risque de nuire au bon état du parc immobilier, selon lui. Il n'est pas question d'augmenter les loyers pour remédier à la hausse du coût d'emprunt, assure M. Gima. Le tribunal administratif du logement ne prend d'ailleurs pas en compte le coût du financement dans son calcul d'augmentation des loyers. Ce n'est pas une bonne solution de transférer cette augmentation des coûts sur le locataire, ce n'est pas du tout dans nos valeurs. Ce faisant, le problème reste entier et son investissement risque de lui coûter bien plus cher que prévu. Un risque inhérent à l'immobilier. Le cas de M. Gima est une bonne illustration des risques d'investir en immobilier, explique Yvon Rudolph, professeur à l'Université du Québec à Montréal et chercheur à la chaire La Caisse en immobilier. Présentement, le marché est dans une pure spéculation, selon lui. En ce moment, le prix des immeubles, le montant des loyers et les taux d'intérêt font notamment en sorte de miner la rentabilité des investissements immobiliers. On voit que l'investisseur perd de l'argent dès le départ, observe M. Rudolph. Puisque les achats immobiliers sont largement financés à crédit, ils sont très sensibles aux taux d'intérêt. Ce faisant, on rentre dans la spéculation, c'est-à-dire qu'on estime qu'on va revendre et créer notre profit sur le produit de la revente, poursuit-il. Les acheteurs espèrent ainsi éponger leurs pertes courantes en vendant à profit quand ils se départent de leurs biens. Une leçon à retenir. Les plex sont des produits très risqués, note l'expert. Les propriétaires occupants, qui vivent souvent dans des plex de 2 à 5 logements, ont certains avantages fiscaux, mais ne sont plus à l'abri des problèmes de liquidité pour autant. À son avis, plusieurs investisseurs évaluent mal les risques qui sont associés à l'immobilier, et si un propriétaire se retrouve pris à la gorge, c'est qu'il a payé trop cher compte tenu de ces risques, tout simplement. De moins en moins rentable. Acheter un immeuble locatif n'est plus rentable, comme ce l'était auparavant, constate Marc Lefrançois, courtier immobilier chez Royal Lepage Tendance. Les prix ont gonflé trop vite. Il y a quelques décennies, le prix de vente d'un plex représentait 12, 13 ou 14 fois les revenus, rappelle-t-il. On pouvait même envisager d'acheter un plex en se disant qu'il allait se payer tout seul. Aujourd'hui, il voit des produits vendus à 18 ou 20 fois les revenus, voire plus. Le modèle d'antan où l'investissement se finançait à même les revenus semble révolu. Plusieurs immeubles sont aussi vendus avec énormément de travaux à faire. Un prix intéressant pourrait ainsi cacher des frais importants à venir. Il peut y avoir de belles occasions. Mais c'est assez rare, pense le courtier. M. Lefrançois dit observer beaucoup de situations comme celle de Bertrand Gima, où des investisseurs voient leur modèle d'affaires être mis à mal par la hausse des taux d'intérêt. Et si des travaux s'avéraient nécessaires, ce qui est souvent le cas pour des plex centenaires, là, ça ne marche plus. C'était « Est-il encore rentable d'acheter un plex pour le louer ?» un texte d'Alex Fontaine paru le 22 juillet 2026 dans Le Devoir. Le maïs, le roi de l'été au Québec. Un texte commandité paru le 5 juillet 2026 dans la presse. Qui dit maïs dit épluchette. Au Québec, l'arrivée de la vedette de l'été dans les épiceries et les marchés marque le coup d'envoi des rassemblements en famille ou entre amis. Voici un petit guide pratique pour apprêter cet aliment emblématique de la région mascoutaine pendant la belle saison. Originaire du Mexique, mais cultivé depuis des siècles aux 4 coins de la planète, entre autres par les peuples autochtones en Amérique du Nord, le maïs se classe en tête des céréales les plus produites mondialement, devant le riz et le blé. Son apport est riche et varié. Il peut être cuisiné et consommé comme légume, mais également être transformé et utilisé sous forme de farine, de fécule, de semoule, de sirop, d'huile et plus encore. Des variétés multiples, mais un seul roi. Du jaune au rouge, en passant par le bleu et le violet, le maïs se décline en milliers de variétés à travers le monde. Chez nous, celui qui remporte tous les honneurs est le maïs dit sucré ou doux, qui se distingue par ses grains blancs, jaunes ou bicolores. Le maïs à éclater, qui accompagne les meilleurs moments passés devant le téléviseur, ne cède pas non plus sa place. Selon les variétés cultivées,
Hâtive, demi-saison ou tardive, le maïs est récolté de la mi-juillet à la fin septembre, voire jusqu'en octobre. Cependant, il atteint son apogée au mois d'août, soit la période idéale pour les fameuses épluchettes de blé d'Inde, un qualificatif bien répandu au Québec, qui serait attribuable à Christophe Colomb. Reconnaître un bon maïs. Les Québécoises et les Québécois raffolent du goût sucré et tendre de cette plante herbacée de la famille des graminées. Elle fait notamment la fierté des cultivateurs de la région de Saint-Hyacinthe grâce à des terres parmi les plus fertiles de la province. Au moment de récolter le maïs ou de l'acheter à l'épicerie ou au marché, la fraîcheur est le mot d'ordre. Il faut ainsi choisir des épis aux feuilles vertes et bien serrées, aux soies douces et humides, ainsi qu'aux grains lisses et gonflés. Lorsqu'il répond à tous ces critères, le maïs est bien croquant sous la dent et il déploie sa myriade de saveurs et de nutriments. Quand il est encore dans ses feuilles, l'épi de maïs se conserve 2 ou 3 jours au réfrigérateur. Une fois qu'il est cuit, il est préférable de le consommer rapidement ou de congeler les grains. Un produit vedette, plusieurs façons de le cuisiner. Peu importe la méthode de cuisson privilégiée, les épis de maïs s'accompagnent d'une variété de garnitures. Difficile de détrôner le classique mariage du sel et du beurre, mais vous pouvez aussi oser en optant pour le trio poudre de chili, zeste de lime et fromage émietté, ou encore miser sur un beurre aromatisé aux fines herbes ou aux tomates séchées. Les grains de maïs cuits ou crus voleront également la vedette dans vos salsas, vos trempettes et vos salades estivales. Mariés à des avocats, à des tomates cerises, à des haricots verts ou des courgettes grillées, ils font toujours bonne figure. Fait intéressant, le maïs ne contient pas de gluten, ce qui ravit les personnes atteintes de la maladie cœliaque et celles intolérantes à ce groupe de protéines. 4 modes de cuisson. Dans l'eau bouillante. Épluchez les épis de maïs et plongez-les dans une grande casserole d'eau bouillante de 7 à 10 minutes, selon leur taille. Inutile de saler l'eau. Le sel pourrait durcir les grains et altérer la texture tendre et juteuse du maïs. Sur le barbecue. Vous pouvez éplucher les épis de maïs ou encore simplement retirer les soies visibles et quelques feuilles, puis les faire tremper dans l'eau pendant une trentaine de minutes. Grillez-les ensuite sur le barbecue de 10 à 15 minutes en les tournant de temps à autre pour leur donner un délicieux goût fumé. À la vapeur. Vous n'avez qu'à verser un peu d'eau dans le fond d'une casserole, à la porter à ébullition, à placer les épis de maïs à la verticale et à couvrir pendant une dizaine de minutes. Au four à micro-ondes. Pour une préparation rapide, il suffit ici aussi de retirer les soies visibles et les premières feuilles, puis de faire cuire les épis de maïs 3 ou 4 minutes à intensité maximale. C'était « Le maïs, le roi de l'été au Québec », un texte commandité paru le 5 juillet 2026 dans la presse. Que faire si on croise un animal sauvage en ville? Un texte de Catherine Duranceau paru le 24 mai 2021 dans Météo Média. Un orignal se baigne dans votre piscine? Un ours se balade près de l'aéroport Montréal-Trudeau? Ces incidents où la faune s'invite en ville sont relativement fréquents pendant la saison estivale. Voici ce qu'il faut savoir. Les animaux sauvages sont protégés en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Il est donc interdit de les tuer, de les relocaliser ou de les capturer soi-même, même s'ils se sont aventurés sur une propriété privée. En général, les animaux ne représentent pas un danger pour la population. Par contre, les animaux sauvages ne sont pas habitués à entrer en contact avec les humains. Il est donc important de bien se comporter afin de ne pas les effrayer. La marche à suivre. Garder ses distances. Éviter de les nourrir et limiter l'accès aux sources de nourriture, comme les ordures ou les jardins. Rester calme. Empêcher les animaux domestiques de s'approcher d'eux. Bloquer l'accès à votre propriété. Fermez vos portes et fenêtres. Les ours peuvent s'inviter par une fenêtre.
Contactez la ressource la plus appropriée. Les animaux en milieu urbain. On peut rencontrer des renards, des coyotes et de plus en plus souvent des opossums. Ils se trouvent principalement dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tout récemment, un animal sauvage que l'on trouve habituellement dans les Hautes-Laurentides, le pécan, a commencé à être aperçu près de Laval. Il est très dangereux et l'association Sauvetage Animal Rescue a même reçu plusieurs signalements de chats mangés par cet animal. Il peut même attaquer les humains. Il est aussi possible de croiser un ours, même si c'est assez rare. Heureusement, son instinct le poussera à grimper dans un arbre pour vous éviter. Pourquoi un ourson se promenait-il à Dorval? Le 23 mai 2021, un ourson a été aperçu à Dorval, dans l'ouest de l'île de Montréal. L'intervention de relocalisation a pris plus de 5 heures. Il aura fallu plus de 4 fléchettes tranquillisantes afin de faire descendre l'animal d'un premier arbre avant qu'il tente de se sauver à plusieurs reprises dans des jardins. Heureusement, l'opération s'est bien déroulée. Selon Éric Dussault, directeur des opérations de sauvetage Animal Rescue, la première hypothèse de la venue de cet ourson pourrait être attribuée aux travaux de réfection en cours sur le pont de l'île aux Tourtes. En effet, en raison de l'absence de circulation temporaire, l'animal a pu emprunter ce pont sans être dérangé. La deuxième hypothèse serait une arrivée à la nage de l'animal dans le lac Saint-Louis. Les ours sont en effet de très bons nageurs. Si l'animal est en danger, il est possible de contacter certaines ressources, comme la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, SPCA, ou le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. La ressource doit être choisie en fonction de l'espèce. À Montréal, différents organismes peuvent être contactés par téléphone. Il n'existe cependant pas de ressources dédiées uniquement aux animaux sauvages au sein de la ville au Saint-Clocher, comme c'est le cas à Toronto. Le milieu urbain impose une pression importante sur les écosystèmes. Au fur et à mesure que les villes se densifient et que l'étalement urbain se poursuit, les habitats naturels se fragmentent. Les animaux sauvages se retrouvent donc en pleine ville, souvent à leurs dépens. La mise en place de corridors verts, lesquels pourraient permettre une circulation plus sécuritaire d'une zone à l'autre pour les animaux sauvages, pourrait améliorer la situation et limiter les dangers qui les guettent. C'était « Que faire si on croise un animal sauvage en ville ?» Un texte de Catherine Duranceau paru le 24 mai 2021 dans Météo Média.